Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une zone de friction que beaucoup connaissent, le gouffre qui sépare le bureau d'études de l'atelier de production. C'est un point critique, là où les projets les plus brillants peuvent soit décoller, soit se planter complètement. Bon, cette citation, elle est assez directe, hein. Elle vient d'un ingénieur sur Reddit, et franchement, elle résume parfaitement le problème. C'est cette tension presque physique entre ceux qui rêvent le produit et ceux qui doivent le fabriquer dans le monde réel. Et cette tension, ce n'est pas juste une blague de couloir ou un post sur un forum. Non, c'est le symptôme d'un vrai fossé culturel, un stigmate bien présent dans énormément d'entreprises d'ingénierie. On a les clichés habituels, pas vrai? D'un côté, les ingénieurs concepteurs, vus comme les gratte-papier, la tête dans les nuages de la chaos et de la théorie. De l'autre, les ingénieurs de fabrication, les vrais, les experts de l'atelier, les pieds dans l'huile et le métal. Les uns créent le quoi, les autres se débrouillent pour trouver le comment. Et entre les deux, il y a un vide qui peut coûter une fortune. Et c'est là où ça devient sérieux, parce que cette déconnexion, ce n'est pas juste une question d'ambiance de travail. Ça se traduit par des conséquences bien réelles, bien tangibles et surtout très coûteuses. Alors parlons-en des enjeux. Voyons un peu comment ce fossé peut littéralement saboter un projet, que ce soit en temps, en argent ou tout simplement en réussite. Le principal symptôme de ce problème, c'est ce qu'on appelle les coûts indirects. Oubliez un instant le prix des matières premières ou de la main-d'œuvre. Là, on parle des dépenses fantômes, le temps perdu à refaire des plans, les chaînes d'emails interminables avec les fournisseurs, les machines à l'arrêt. C'est comme une hémorragie lente qui vide un budget sans qu'on s'en rende compte. Vous voulez un exemple parfait de ce qui alimente ces coûts cachés? C'est un grand classique, une documentation de fabrication incomplète ou juste ambiguë. Quand les plans laissent la place à l'interprétation, c'est la recette garantie pour un désastre. Et la conséquence directe de ces documents flous? La voilà. Chaque petit problème de ce genre ajoute en moyenne 2 à 4 jours de retard à la production. Faites le calcul. Multipliez ça par le nombre de doutes dans un projet un peu complexe, et ce sont des semaines entières qui partent en fumée. Et à plus grande échelle, ces problèmes ne font pas que retarder les projets. Ils peuvent carrément couler des boîtes. Pour les startups dans le hardware, ignorer la conception pour la fabrication, le fameux DFM, c'est l'une des raisons principales de l'échec, juste derrière la sous-estimation des coûts et des délais. Bon, d'accord, le tableau est un peu noir. Alors comment on s'en sort? La solution, ce n'est pas un nouveau logiciel miracle. C'est un changement radical de philosophie, l'approche concurrente. Traditionnellement, on travaille en cascade. C'est simple, chaque équipe fait sa partie, puis passe le bébé à la suivante. Le souci, c'est que les problèmes de conception ne sont découverts qu'à la toute fin, au moment de produire. Et là, c'est trop tard, et ça coûte bien trop cher à corriger. L'ingénierie concurrente, elle, met un grand coup de pied dans cette fourmilière. Comme on le voit ici, les étapes ne se suivent plus, elles se chevauchent. L'équipe de fabrication commence déjà à réfléchir à la production alors que le produit est encore en cours de conception. Ça permet d'anticiper les problèmes bien plus tôt et au final, de gagner un temps fou. Et ce schéma, il illustre parfaitement le moteur de cette approche. Fini les silos, bonjour les boucles de rétroaction. Ce n'est plus une course de relais, c'est une discussion permanente. Le marketing, la conception, la fabrication, tout le monde se parle, tout le temps. La vie de l'atelier peut changer le design en temps réel, pas 6 mois après quand c'est trop tard. Ok, assez théorie. Passons à la pratique. Voyons comment cette mentalité permet de résoudre des problèmes très concrets sur le terrain. Voilà un exemple parfait. À gauche, le design initial. C'est la galère. L'opérateur doit assembler un écrou dans un recoin sans aucune visibilité. C'est lent, frustrant et source d'erreurs. À droite, la solution DFM. On a repensé la pièce pour que l'assemblage se fasse par le dessus. C'est simple, c'est rapide. Moins de pièces, moins de temps, moins de stress. Autre cas d'école. Ici, un opérateur doit tenir à bout de bras une pièce de plus de 8 kg pour aligner des trous. C'est un vrai risque pour sa santé et en plus c'est inefficace. La solution d'IFM, une simple petite lèvre en métal qui vient supporter le poids de la pièce et l'aligner parfaitement. Un changement de design minime pour un gain énorme en sécurité et en efficacité. Et l'impact business derrière tout ça, il est énorme. Tenez, cette start-up était bloquée depuis 6 semaines à cause d'un design trop complexe. Après une refonte DFM, en utilisant des composants standards, la production a non seulement repris en moins de 10 jours, mais en plus, les coûts ont baissé de 15%. Alors, comment on fait, concrètement? Voici quelques règles d'or. On implique les fabricants dès le tout début du projet. On utilise au maximum des composants standards. On fournit une documentation absolument impeccable. On vérifie que les composants qu'on choisit existeront encore dans un an. Et surtout, on organise des réunions dédiées spécifiquement au DFM. Chaque point sur cette liste, c'est un investissement qui rapporte gros en temps et en argent. Pour conclure, il faut vraiment comprendre que la conception pour la fabrication, le DFM, ce n'est pas juste une étape à cocher. C'est une philosophie, un état d'esprit au cœur de l'ingénierie de demain.
Le message clé, le truc à retenir, c'est celui-là. Le succès d'un produit, ça ne se mesure pas juste aux performances d'un prototype sur un banc de test. Ça dépend de sa capacité à être fabriqué de manière fiable, rapide et rentable, à grande échelle. Même des gens comme Elon Musk le disent. Il affirme ici que la fabrication est bien plus difficile que la conception et qu'elle est largement sous-estimée. Ça remet un peu les pendules à l'heure, non? Et ça redonne ses lettres de noblesse à ceux qui transforment les plans en objets réels. Ce qui nous amène à la question finale. La question que toute équipe de développement devrait se poser encore et encore. La conception est-elle pensée pour l'usine ou juste pour le labo? La réponse à cette question pourrait bien décider de l'avenir de n'importe quel produit. Merci d'avoir suivi cette analyse.